Salut à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un des concepts les plus puissants de l'histoire militaire, le sacrifice héroïque. Vous savez, ces moments où une poignée de soldats, complètement acculés, choisissent de se battre jusqu'au dernier souffle, transformant ce qui aurait dû être une défaite totale en une légende immortelle. Et ça, c'est vraiment LA question. Pourquoi est-ce qu'on est fasciné par cette défaite écrasante? Qu'est-ce qui fait qu'un véritable massacre tactique devienne une source d'inspiration qui traverse les âges? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, pour bien comprendre de quoi on parle, il faut poser les bases. Qu'est-ce qui fait la différence, au fond, entre une simple défaite cuisante et un acte de défi qui, lui, entre dans l'histoire? Et voilà, on touche au cœur du sujet. Ce qui compte, ce n'est pas tant la victoire, mais la portée du combat. C'est ce choix tout à fait conscient de se battre jusqu'au bout. Que ce soit pour un principe, pour l'honneur, ou même juste pour gagner un temps précieux. Et pour bien illustrer ça, on va voyager à travers 3 moments absolument incroyables de l'histoire. Et on commence tout de suite avec, l'exception qui confirme la règle. L'histoire d'un sacrifice héroïque qui, contre toute attente, s'est transformé en victoire. Allez, direction la Hongrie du XVIe siècle. Imaginez un peu la scène. On est en 1552 et la machine de guerre ottomane de Soliman le Magnifique a l'air inarrêtable. Elle se présente devant la toute petite forteresse d'Eger. Et les chiffres y parlent d'eux-mêmes. D'un côté, 40 000 vétérans ottomans surentraînés. De l'autre, le capitaine Istvan Dobo et à peine 2000 défenseurs, un mélange de soldats et de paysans complètement terrifiés. En toute logique, le match est plié d'avance, non? Quand les Ottomans lui proposent de se rendre, la réponse de Dobo est spectaculaire. Pas de drapeau blanc, non. Un cercueil noir qu'il fait suspendre au rempart. Le message ne pourrait pas être plus clair. La seule issue, ce sera la mort. Pas de retraite, pas de reddition. Et ce qui va se passer ensuite, c'est juste un exemple fou de créativité et de pur désespoir. Toute la ville s'y met. Les femmes, elles montent sur les remparts et balancent du goudron bouillant. Quand les Ottomans réussissent à prendre une tour, qu'est-ce que fait Dobo? Il ordonne à ses propres canons de la pulvériser, sacrifiant la structure pour éliminer les assaillants. Et puis, il y a cette invention complètement dingue. Une roue à aube géante, bourrée de poudre et enflammée, qu'ils lâchent sur l'ennemi. Ça montre bien leur détermination absolue. Et là, le miracle a lieu. Après 38 jours de siège, l'armée ottomane, à court de munitions et complètement démoralisée par une telle résistance, plie bagage. Elle bat en retraite. Dobo et sa garnison hétéroclite viennent d'accomplir l'impossible. Ils deviennent instantanément des héros nationaux en Hongrie. Maintenant, on change complètement de décor pour un cas où la défaite a été totale, mais où cet anéantissement a forgé une réputation immortelle. Bienvenue au Mexique en 1863 avec la Légion étrangère française. Alors là, il faut bien se remettre dans le contexte de l'époque. La Légion, en 1863, n'a pas du tout le prestige qu'on lui connaît aujourd'hui. C'est une troupe d'étrangers, de marginaux, de type un peu paumés que Napoléon III a envoyés bien loin de Paris. Franchement, ils sont considérés comme de la chair à canon, utiles certes, mais totalement sacrifiables. Et tout va basculer en l'espace de quelques heures. Une petite compagnie, qui escortait un convoi, tombe dans une embuscade et se retrouve piégée. Encerclés, sans le moindre espoir de renfort, leur seule mission devient alors de tenir. Coûte que coûte, le plus longtemps possible. Et c'est là qu'on arrive au moment clé. Le capitaine d'Anjou, qui avait perdu une main au combat des années plus tôt, il tend sa prothèse, sa fameuse main en bois, et il fait jurer à ses hommes de ne jamais se rendre. Ce n'est plus une mission, c'est un pacte sacré. Ils ne se battent plus pour survivre, mais pour l'honneur de leur serment. Au lever du soleil, ils étaient 65. 65 légionnaires, à des milliers de kilomètres de chez eux, face à une armée entière. Et à la fin de la journée, après une dernière charge désespérée à la baïonnette parce qu'il n'avait plus une seule cartouche, il n'en restait plus que 3. 3 survivants. Le sacrifice est absolu. Ces mots, prononcés par le colonel mexicain lui-même, quand il a découvert contre combien peu d'hommes il s'était battu, c'est peut-être le plus bel hommage. La férocité de leur résistance a tellement bluffé l'ennemi qu'elle a changé à tout jamais l'image de la Légion étrangère. La défaite tactique est devenue une victoire morale éclatante. Pour notre dernier exemple, on part dans la Suisse du XVe siècle. Une histoire où une défaite a été tellement terrifiante pour le vainqueur qu'elle s'est transformée en victoire stratégique. On est en 1444 à la bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse. Et encore une fois, les chiffres sont juste délirants. D'un côté, 1500 jeunes piquiers suisses. De l'autre, 30 000 mercenaires français, des vétérans endurcis par la guerre de 100 ans. Normalement, il ne devrait même pas y avoir de combat. Mais ce qui est complètement fou dans cette histoire, c'est que ce sont les Suisses qui attaquent. Pris par une sorte de fureur patriotique, ils désobéissent aux ordres et ils chargent un ennemi 20 fois plus nombreux.
Les chroniques de la bataille sont juste glaçantes. Les Français assistent médusés à un spectacle surréaliste, des hommes qui s'arrachent les carreaux d'arbalète de leur propre corps pour continuer à charger, même en étant grièvement blessés. L'issue, bien sûr, était inévitable. Après des heures d'un véritable carnage, la petite force suisse est rayée de la carte, anéantie. C'est une défaite militaire totale, écrasante. Mais, et c'est là tout le paradoxe, le dauphin de France, le futur roi Louis XI, est tellement traumatisé par la férocité de ces Suisses qu'il refuse d'aller affronter le reste de leur armée. Il fait demi-tour et il signe un traité de paix. En perdant cette bataille, les Suisses ont en réalité gagné la guerre, et ils ont forgé pour des siècles leur réputation de guerriers les plus redoutables d'Europe. Alors, qu'est-ce qu'on retient de ces trois histoires si différentes ? Comment est-ce qu'une victoire, un anéantissement quasi total et une défaite terrifiante peuvent toutes être vues comme des sacrifices héroïques légendaires ? Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Qu'il s'agisse de la victoire improbable d'Égir, de l'anéantissement de Cameron qui a bâti la légende d'une institution, ou de la défaite de Saint-Jacques qui a terrifié tout un royaume, le résultat sur le champ de bataille, au final, a moins d'importance que l'héritage qui en a découlé. Le fil conducteur, le vrai, ce n'est donc pas de savoir qui a gagné ou qui a perdu. C'est l'impact durable de leurs défis. Ces événements ne sont pas célébrés pour leurs résultats militaires, mais pour l'histoire qu'ils racontent. Une histoire de courage face à l'impossible, un défi lancé à la mort elle-même. C'est cet acte de défiance qui inspire et qui reste. Et tout ça nous amène à une dernière question, une question de fond. Dans le grand récit de l'histoire, un héritage forgé dans le courage, celui qui inspire les générations futures, n'a-t-il pas finalement plus de valeur qu'une simple victoire sur un champ de bataille ? Eh bien, la réponse se trouve sans doute dans le fait qu'aujourd'hui encore, on se souvient de ces histoires.